cet ouvrage un petit peu hétéroclite, ça n'a pas été facile pour moi de trouver des questions qui soient pertinentes par rapport à cet ouvrage. Donc pour situer un petit peu l'ouvrage, c'est un dictionnaire qui vous permet d'avoir des entrées par ordre alphabétique. Donc vous pouvez un peu voyager dans l'ouvrage comme vous le désirez. Vous devez là forcément commencer à la première page et terminer à la dernière. Vous voyagez vraiment dans le livre tel que vous le désirez. C'est un premier point assez intéressant. Le deuxième aussi, que moi personnellement je trouve intéressant, c'est le lexique que vous intégrez, enfin la dernière que vous intégrez à la fin de l'ouvrage. Vous pouvez retrouver par mot la page à laquelle il est défini. Donc si un jour vous avez un mot dont vous voulez avoir une définition d'un point de vue philosophique, vous pouvez la retrouver. Donc ça c'est assez intéressant. Alors moi je me suis aussi beaucoup intéressé à votre préface, parce que quand on lit la préface, je me suis dit que la manière dont vous envisagez la philosophie était proche de la linguistique. Et j'ai aussi été voir à l'entrée linguistique, je me suis dit ça se sent un peu moins dans la définition que vous en donnez, mais dans la préface, on sent vraiment que vous avez été pour faire ce bouquin sur les notions de langue, de langage, de mots. J'ai même plus qu'un mot, on avait vraiment parlé de phonèmes et de sens. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on peut aborder la philosophie sous un jour, en tout cas de la même manière que la linguistique? Bien, bonjour à tous. De la même manière, non. Parce que la linguistique est une science humaine, une science, et la philosophie n'en est pas une. En revanche, ce qu'il y a de commun entre la philosophie et la linguistique, je dirais entre la philosophie et quelques disciplines intellectuelles que ce soit, c'est que ça se fait avec des mots. Et donc, quand on fait de la philosophie, on est obligé de se confronter à la langue. Alors, spécialement, bien sûr, quand on fait un dictionnaire. Et d'ailleurs, ce qui explique au moins en partie le projet même de ce dictionnaire. C'est que la philosophie, ça se fait avec des mots, avec des discours et des raisonnements, comme disait Épicure, mais donc avec des mots. Mais comme vous le savez, l'une des difficultés de la philosophie, pour ceux qui ont fait d'études de philosophie, et même pour ceux qui en font, tient au vocabulaire. C'est que les philosophes utilisent, on dit parfois un jargon, en tout cas, disons un vocabulaire technique, qui souvent n'appartient qu'à eux et qui fait l'une des difficultés quand on veut entrer en philosophie, quand on commence à lire des ouvrages de philosophie. Alors, parfois, ce sont des mots, effectivement, du vocabulaire technique. Humaine, monade, phénoménologie, voilà, des mots qu'on n'utilise pas tous les jours. Et donc, il m'importait d'aider le lecteur à comprendre simplement ce que ça veut dire. Mais d'autres fois, et c'est peut-être le plus intéressant, ce sont des mots du vocabulaire tout à fait quotidien. Amour, liberté, justice, temps, souffrance, monde, mais auxquels les philosophes donnent souvent un sens particulier. Et donc là, mon premier objectif, au fond, c'était un objectif, on peut dire, pédagogique, faciliter l'entrée en philosophie en offrant un vocabulaire, parce qu'un dictionnaire, c'est d'abord un recueil de définitions classées par ordre alphabétique. Sauf que ça, c'est la motivation objective, pédagogique, pourrait-on dire, mais il est ajouté très vite deux autres motivations. La première, et ça a commencé il y a bien longtemps, il y a sans doute plus d'une vingtaine d'années, puisque la première édition est parue en 2001, donc il y a 12 ans maintenant, un peu plus de 12 ans et demi, mais je l'ai commencé donc il y a une bonne quinzaine d'années. Et je veux dire que je l'ai commencé fasciné par un livre peu connu, qui est un recueil de définitions, les définitions d'Alain. Ouvrage peu connu parce qu'il n'est disponible que dans l'édition de la Pléiade. Tout le monde n'a pas les œuvres d'Alain dans la Pléiade. Et quand je suis tombé sur ce texte, alors moi qui aime beaucoup Alain depuis toujours, mais qui n'est pas du tout la même philosophie que lui, mais qui l'admire profondément, j'étais fasciné en lisant ces définitions parce qu'Alain a réussi cet exploit de faire de la définition un genre littéraire et philosophique à part entière. Philosophique, puisqu'il s'agit de dire ce que signifie tel mot, mais donc et surtout quel est le contenu de tel concept. Et j'étais bien placé en tant qu'enseignant, et déjà en tant qu'étudiant auparavant, pour savoir celle de tous les sujets de dissertation. Les plus difficiles, c'est ceux qui commencent par la question « qu'est-ce que ?» Par exemple, sur le temps, il y a toutes sortes de sujets de dissertation possibles, mais je vous jure que le plus difficile, c'est « qu'est-ce que le temps ?» Pareil sur la vérité, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la justice? Parce que, comme je dis à mes étudiants, si le sujet commence par « qu'est-ce que ?»
Ça veut dire que la conclusion doit répondre à la question posée. Or, la seule façon de répondre à la question qu'est-ce que c'est de proposer une définition. Et j'admirais comme Alain savait pratiquer cet exercice intellectuel, conceptuel, philosophique. Mais en même temps, et c'est ça l'exploit, il faisait de la définition non seulement un exercice intellectuel, philosophique, mais aussi une œuvre littéraire, une œuvre d'art. Parce que Alain n'est pas seulement un excellent philosophe, mais c'est aussi un éblouissant prosateur. Et très tôt, il y a peut-être une vingtaine d'années, sur le modèle d'Alain, j'avais commencé comme ça à accumuler mes propres définitions, en essayant comme Alain de faire de la définition un exercice à la fois intellectuel et littéraire. J'ai accumulé quelques dizaines, puis quelques centaines de définitions. Et à l'époque, ça s'appelait définition. J'avais repris le titre d'Alain. Sauf qu'en cours de route, il y a 15 ou 20 ans, je suis tombé sur le dictionnaire philosophique de Voltaire, que j'ai lu. Et j'étais à nouveau fasciné, mais par toute autre chose. Parce que le dictionnaire philosophique de Voltaire, c'est un chef-d'œuvre, évidemment, mais en toute rigueur, ce n'est pas un dictionnaire. Parce que Voltaire n'y définit pratiquement rien. Ça n'est pas un recueil de définitions. Dans son dictionnaire philosophique, alors Voltaire le dit expressément, ce qu'il entreprend, dit-il, c'est d'exposer sa propre philosophie par ordre alphabétique. Et de la façon la plus libre, la plus spontanée, la plus claire et la plus subjective possible, avec l'humour, l'esprit, l'intelligence, le brio qu'on connaît à Voltaire. Et je veux dire, ça fait-il que dans ma tête, c'est ajouté au modèle des définitions d'Alain, le modèle du dictionnaire philosophique de Voltaire, c'est deux ouvrages complètement différents. Et bien justement, le défi que je me suis lancé, c'était de faire un livre qui se tienne en prenant modèle sur deux ouvrages tellement différents. Et ce que j'ai voulu faire, c'est à la fois ce que faisait Alain, proposer des définitions les plus précises, les plus rigoureuses possibles, et si possible qu'elles soient belles, qu'elles soient aussi en quelque chose des œuvres d'art, et puis comme Voltaire, en profiter pour exposer ma propre philosophie par ordre alphabétique. Si bien que c'est bien un dictionnaire, en toute rigueur, c'est un recueil de définitions, et des faits les plus clairs, les plus précises, les plus rigoureuses que je pouvais. Mais c'est un dictionnaire paradoxal, parce que c'est un dictionnaire qui se veut résolument libre, personnel, subjectif. Disons que c'est un dictionnaire à la première personne. Quand j'ai réussi mon coup, si je veux dire, ben voilà, j'arrive à dire à la fois le sens du mot, le contenu intellectuel du concept, mais d'une façon personnelle, libre, singulière, bref, de faire de la définition un genre littéraire et intellectuel, c'est-à-dire de faire des définitions aussi des aphorismes. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que vous venez d'évoquer, concernant les mots. Vous avez dit que vous preniez des mots aussi du vocabulaire courant. Effectivement, quelque chose qui m'a frappé dans l'ouvrage. Moi, j'en ai relevé d'autres, ceux que vous avez cités, notamment nerveux, flatterie, assurance, qui ne sont pas forcément effectivement ces occurrences-là qu'on s'attend à retrouver dans un dictionnaire. Et je me suis dit, comment se fait votre processus de sélection? Parce qu'il pourrait en avoir d'autres. Et je me suis dit, il y a donc plus de 1600 occurrences reprises. Pourquoi celle-là plutôt que d'autres? C'est vrai qu'on pourrait toujours rajouter d'autres définitions. D'ailleurs, le livre a grossi d'un tiers depuis la première édition. J'ai rajouté 394 nouvelles entrées, comme dit, nouvelles définitions. C'est pas moi qui ai compté, c'est l'éditeur, je vous rassure. Mais il y en a 394 de plus. Je ne dis pas qu'en 10 ou 20 ans, je ne publierai pas une troisième édition à nouveau augmentée. Alors, comment j'ai procédé? Par jeu, un peu par défi, beaucoup par jeu, pour rivaliser avec des maîtres que j'admire, je me suis imposé de reprendre toutes les définitions d'Alain, toutes les entrées d'Alain, pas son texte, mais le mot qu'il avait choisi, je le reprenais aussi, et puis la quasi-totalité aussi des entrées du dictionnaire philosophique de Voltaire, avec toujours des noms propres, parce que j'avais décidé de ne pas mettre de noms propres. Voilà, pour voir, pour me confronter justement au modèle que je m'étais donné. Je crois qu'Alain, il y a 264 entrées, Voltaire doit en avoir une petite centaine, je ne sais plus le chiffre exact, ça fait déjà 300, 400 entrées, 300 ou 400 mots à définir. Il y avait aussi plusieurs centaines de mots qui appartiennent au vocabulaire technique de la philosophie. Ce que j'évoquais tout à l'heure, monème, monade, pardon, transcendantal, à ne pas confondre avec transcendant, comme beaucoup de gens confondent, phénoménologie, etc. Et à nouveau, il y avait quelques centaines d'entrées, on pourrait presque dire du vocabulaire, pas forcément scolaire, on trouve aussi chez les plus grands philosophes, mais
qu'un élève, qu'un étudiant a besoin de connaître pour pouvoir lire un livre de philosophie. C'est-à-dire, j'en ai rajouté aussi beaucoup, parce que comme au début, je voulais faire un livre vraiment subjectif, je ne me suis pas imposé dans la première édition de prendre tous les mots de vocabulaire technique, donc c'était très incomplet de ce point de vue. Dans la nouvelle édition, il me semble que ça allait beaucoup moins. Et puis après, il y a tous les mots qui m'importent, parce que ça fait partie de notre expérience de la vie, et finalement, la philosophie, c'est un travail de pensée, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous vouliez penser sinon notre vie, sinon le monde tel qu'il est ou tel qu'il va? Si bien que j'ai noté sur une liste, d'abord, à l'ordinateur, tous les mots qui m'apportaient. Qu'ils appartiennent au vocabulaire technique, au sens restreint du terme, qu'ils appartiennent aux grandes notions philosophiques, ce que j'évoquais, la vie, la mort, l'amour, le bonheur, la liberté, la justice, etc. Et puis des mots qui m'importent, chagrin, par exemple. On trouve rarement chagrin dans le dictionnaire philosophique. C'est important, le chagrin, ceux qui l'ont vécu. Délectation. Une journaliste hier, qui est un autre débat, me disait qu'elle avait adoré ma définition de délectation. Et moi, je m'en souvenais d'ailleurs pas, mais la délectation, c'est quelque chose qui compte. J'ai rajouté la membre orgasme. Alors pourquoi orgasme? Bon, c'est très important, évidemment, mais aussi parce que j'avais publié, il y a 2 ans, je crois maintenant, mon avant-dernier livre, qui s'appelle Le sexe ni la mort, qui est un livre sur l'amour et sur la sexualité. Parce que aussi, ce que j'ai ajouté tient dépend aussi des travaux que j'ai fait entre-temps. La première édition, c'était 2001. En 12 ans, j'ai travaillé beaucoup, j'ai publié plusieurs livres, et donc j'ai intégré aussi dans cette nouvelle édition des notions qui m'apportaient. D'autres fois, ça m'était apporté, suggéré, parfois presque imposé, par l'évolution du monde, y compris dans sa dimension géopolitique. Qu'est-ce qui s'est passé? La première édition, c'était 2001, c'était janvier 2001. Entre-temps, il y a eu par exemple les attentats du 11 septembre 2001. Ça ne change pas tout, ni dans le monde de la philosophie, mais ça change quand même quelque chose. Et donc j'ai rajouté une entrée choc des civilisations. J'ai rajouté une entrée islam, une entrée islamisme. Alors, bien sûr que tout ça existait avant le 11 septembre 2001, avant aujourd'hui, mais ces problèmes-là prennent aujourd'hui une importance plus grande. De même, j'ai rajouté une entrée développement durable, une entrée décroissante. D'abord, pour expliquer la différence entre les deux. Ces problèmes, les problèmes de l'écologie existaient déjà il y a 12 ans, mais ils ont pris aujourd'hui une importance plus grande, ou peut-être moi, j'ai mieux compris leur extrême gravité, leur extrême urgence. D'autres notions, je les ai ajoutées en raison de l'évolution du monde aussi, mais plutôt d'un point de vue sociétal que d'un point de vue politique ou géopolitique. Par exemple, j'ai rajouté une entrée adolescent. C'est un mot, là, je pense, en 2001, il n'existait pas, il faudrait vérifier, c'est un néologiste, un mot valise, comme on dit, formé, évidemment, vous savez bien, de la synthèse entre adulte et adolescent. Qu'est-ce que c'est qu'un adolescent? Les sociologues qui ont inventé le mot nous disent qu'un adolescent, c'est quelqu'un qui appartient à la tranche d'âge 15-35 ans. Ce qui déjà dit quelque chose sur l'époque. Parce que si on m'avait dit, quand j'avais moi-même 15 ou 16 ans, que j'appartenais à la même génération, à la même tranche d'âge qu'un homme de 30 ou 35 ans, ça m'aurait paru complètement saugrenu. Absurde. Si on m'avait dit, quand j'ai eu moi-même 30 ou 35 ans, que j'appartenais à la même tranche d'âge qu'un adolescent de 15 ou 16 ans, ça m'aurait paru totalement absurde. Or, force est de constater que cette tranche d'âge, aujourd'hui, elle existe. Ce n'est pas une pure invention de sociologues délirants, c'est la génération des jeux vidéo, spécialement peut-être pour les garçons. Ils écoutent les mêmes films, ils écoutent les mêmes chansons, pardon, ils regardent les mêmes films. Ça dit quelque chose de la difficulté aujourd'hui pour les jeunes de devenir vraiment adultes, d'entrer dans la vie active, d'entrer dans le monde du travail. Et tu sais que ce n'est pas seulement ni surtout la faute des jeunes, mais voilà, c'est une notion qui m'a été apportée par l'air du temps. Enfin, d'autres fois, j'ai ajouté des notions qui m'ont été apportées par mon propre cheminement personnel. Et par exemple, j'ai rajouté une entrée méditation. Les deux sens du mot, la réflexion un peu vague, une forme de rêve intellectuel, mais aussi au sens plus étroit, plus précis, la méditation assise, silencieuse, sans objet, ce qu'on appelle en japonais le zazen, le zen assis. Parce qu'il se trouve que depuis 2001, j'ai commencé, je dis par moi-même justement, cette pratique, à la fois
physique et spirituelle qu'on appelle la méditation. Et comme ça me paraissait quelque chose d'important, bah, j'ai ajouté cette entrée méditation. Voilà, donc je n'avais pas une ligne de conduite préconçue, j'avais plusieurs exigences, que le vocabulaire technique soit présent, pouvoir aider un lycéen de terminale en France qui découvre la philosophie, ou aussi bien un lycéen ou un étudiant, bien sûr, chez vous. Les mots apportés par l'époque, mondialisation, choc des civilisations, islamisme, etc. Les mots apportés par l'air du temps, par l'évolution des mœurs et des mentalités. Enfin, les mots qui m'importent à moi spécialement. Alors, ça reste incomplet, évidemment. Comme ça, je ne dis pas. Et d'ailleurs, j'ai même, pour vous dire, déjà refait 2-3 définitions en plus pour une prochaine édition, qui est là pour des années. Il ne prétend pas être complet, mais disons qu'il est sensiblement moins incomplet que ne l'était la première édition. Merci, donc on va rentrer un petit peu plus dans le bouquin. Je vais vous citer une partie d'une définition, puis après je vais vous dire pourquoi moi je trouve que c'est représentatif de votre travail et de la manière dont vous travaillez. Donc pour les puristes, c'est à la page 179, c'est le mot classification. Donc je vous cite, répartition méthodique d'objets à l'intérieur d'un certain nombre d'ensembles ou de sous-ensembles, de genres et d'espèces. Foucault, dans Les mots et les choses, en donne un exemple piquant qu'il emprunte à une certaine encyclopédie chinoise citée ou rêvée par Borges. Selon celle-ci, les animaux se divisent en A, appartenant à l'empereur, B, embaumé, C, apprivoisé, D, cochon de lait, E, sirène, F, fabuleux, G, chien en liberté, H, inclus dans la présente classification, I, qui s'agit comme des fous, J, innombrables, K, dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau, L, etc., M, qui viennent de casser la cruche, N, qui de loin sentent des mouches. C'était rappelé par l'impossibilité nue, comme dit Foucault, de penser cela, que toute classification suppose un certain point de vue, voire une certaine théorie dont elle reste solidaire. Donc au-delà de l'anecdote amusante sur la manière de classer les animaux dans une anthropologie chinoise, ce qui est intéressant, c'est que vous exemplifiez énormément vos définitions. Et c'est en fait ce qui donne un grand pouvoir de vulgarisation à vos ouvrages. Et c'est pas spécifique forcément au dictionnaire philosophique, c'était déjà le cas dans la présentation de la philosophie notamment, et dans d'autres. Donc ce qui fait que le dictionnaire est accessible, c'est aussi votre manière d'intégrer ce genre d'histoire. Alors moi je me suis demandé si c'était voulu, si c'était une ligne de conduite, ou si ça se faisait spontanément. Non, c'est tout à fait voulu, et contrairement à ce que certains croient, c'est bien plus difficile en philosophie de faire clair que de faire obscur. Parce que l'obscurité vous protège. Si personne vous comprend, il ne faut pas vous réfuter, il faut vous critiquer. Et puis les choses sont tellement compliquées qu'on ne peut les rendre claires qu'à la condition de faire un énorme travail de réflexion, de prise de distance. Cela étant dit, vous savez, il y a deux styles de philosophie, comme disait Jung. Il y a la philosophie savante, volontiers absconce et obscure, disait-il, et puis il y a ce qu'il appelle la philosophie populaire. C'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs j'ai pratiqué au fond les deux genres. Alors, abscon, je ne crois pas, obscur, pas trop, mais si vous prenez mon livre L'être-temps, par exemple, qui est un livre de métaphysique sur la question qu'est-ce que le temps, c'est un livre qui est difficile. Un médecin un jour vient me voir, il me dit j'ai essayé de dire l'être-temps, j'ai rien compris. C'est un médecin, il n'était pas plus bête qu'un autre, il a fait de bonnes études, vous voyez, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas la formation philosophique qu'il faut pour comprendre ce type d'ouvrage. S'il m'avait dit, j'ai lu les professions de la philosophie, j'ai rien compris, je me serais dit, celui-là, il est malade, il faut qu'il aille voir un docteur. Moi, je ne fais pas de hiérarchie de valeurs, d'ailleurs, il ne faut pas en faire. Si vous prenez, par exemple, les pensées de Blaise Pascal, les essais de Montaigne, si on laisse de côté la difficulté liée à la langue qu'il a dit, le discours de la méthode de Descartes, le gai savoir de Nietzsche, le banquet de Platon. Voilà des ouvrages que tout le monde ici peut lire et vous comprendrez tout l'essentiel. Ça relève de la philosophie populaire, et ce sont d'absolus chefs-d'œuvre. Et puis vous prenez la critique de la raison pure de Kant, vous prenez la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Ceux ici qui n'ont pas fait d'études de philosophie n'y comprendront rien. Quand je dis rien, en gros, c'est rien, c'est-à-dire qu'au bout de 20 pages, vous laisserez tomber. Et ce sont d'évidents chefs-d'œuvre. Et je ne fais pas de hiérarchie entre les pensées de Pascal, chef-d'œuvre absolu, et la critique de la raison pure de Kant, autre chef-d'œuvre absolu. Simplement, quand on fait la philosophie, ça veut dire qu'il faut choisir un certain degré de technicité. Et c'est vrai que
il m'est arrivé de faire des textes difficiles, j'évoquais l'être-temps par exemple, mais c'est vrai que debout, au fond, j'ai tendance à privilégier les textes que tout le monde peut lire. Alors, à des degrés divers. Vous évoquez les présentations de la philosophie, c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation, un ouvrage d'initiation, que j'écris pour des adolescents, c'est un peu la commande express. Je dis toujours aux parents, aux pères et mères de famille, que c'est le genre de livre qu'il faut offrir à vos enfants pendant les vacances entre la première et la terminale. Ils n'ont pas encore fait de philo, ils en feront à la rentrée, là, voilà, qu'ils sachent un peu de quoi il va s'agir. Et puis très souvent, et au fond c'est ce que je préfère, je crois, je travaille dans l'entre-deux. Je fais des livres qui s'adressent à ce que j'appelle le grand public cultivé. C'est le cas du petit traité des grandes vertus. Et c'est le cas au fond de ce dictionnaire, qui paraît quand même, d'abord il est quand même très gros, qui paraît un peu plus difficile que les présentations de la philosophie. C'est pas un ouvrage d'initiation, vous comprendrez tout, vous voyez, mais malgré tout c'est la philosophie, donc il faut accepter de faire parfois des efforts, de relire éventuellement une phrase quand on ne l'a pas bien comprise. Mais ce qui me paraît important, c'est de comprendre que ce n'est pas une question de valeur. Il ne faut pas mesurer la valeur d'un livre philosophique à sa difficulté ou à sa facilité. Il y a des chefs-d'œuvre très accessibles, des chefs-d'œuvre très difficiles. Il y a de très mauvais livres très accessibles et de très mauvais livres très difficiles. Ce qui est vrai, c'est que celui-ci, ce dictionnaire qui se tient un peu dans l'entre-deux, mais quand même beaucoup plus proche d'une philosophie populaire. C'est pas d'initiation comme de la philosophie, mais voilà, je pense qu'en gros, c'est le même degré de difficulté que le petit traité des grandes vertus, c'est d'une difficulté moyenne. Ce qu'il faut dire encore un mot là-dessus, c'est que ce n'est pas un dictionnaire de philosophie. C'est un dictionnaire philosophique. Et j'attache de l'importance à cette distinction, j'en dis quelques mots dans l'avant-propos de la nouvelle édition. Quelle différence y a-t-il entre un dictionnaire de philosophie et un dictionnaire philosophique? La différence, c'est qu'un dictionnaire de philosophie, il a la philosophie pour objet, qui lui reste en quelque chose extérieur. Et quelle philosophie? La philosophie en général, c'est-à-dire une abstraction. Parce que la philosophie en général, ça n'existe pas. La vérité, c'est qu'il n'existe que des philosophies différentes. Et c'est pourquoi un dictionnaire de philosophie, y compris quand il est bien fait, il y en a d'excellents qui existent sur le marché, si je dis. Mais un dictionnaire de philosophie, y compris quand il est bien fait, il est forcément impersonnel. Parce que ce n'est pas la philosophie de tel ou tel, c'est la philosophie en général. Et presque toujours passablement ennuyeux. On s'en sert, c'est un usuel, on le consulte, mais personne n'aurait l'idée de lire un dictionnaire de philosophie de la première à la dernière page, c'est pas fait pour ça. Alors qu'un dictionnaire philosophique, il n'a pas la philosophie pour objet, qui lui resterait à l'extérieur, il a la philosophie pour contenu, qui lui est par nature intérieure. Et pas la philosophie en général, qui encore une fois n'est qu'une abstraction, mais une philosophie en particulier. Laquelle? Celle, bien sûr, de l'auteur du dictionnaire philosophique. La philosophie de Voltaire, pour ce qui est du dictionnaire philosophique de Voltaire, ma philosophie pour ce qui est de mon propre dictionnaire philosophique. Alors, si votre livre n'est pas une initiation, moi je trouvais que c'était une invitation. Une invitation aussi à aller voir d'autres ouvrages de philosophie, puisque vous citez énormément de gens ou d'œuvres. Or, en bas de page que moi je trouve très bien, pour le coup. Pour une fois, je me suis interdit, c'est pas la seule fois, mais je me suis interdit toute note en bas. Voilà, parce que si vous voulez, donc, comme c'est intégré au texte, c'est beaucoup plus aisé pour la lecture. Alors, on le sait, les notes de bas de page, ça vous demande un effort, en fait, vous laissez les yeux puis revenir dans le texte, c'est assez gênant. En fait, là, ça n'est pas le cas, parce que c'est intégré au texte, et donc il y a des fois, moi ça me donnait envie de découvrir des choses que je n'avais pas lues, ou des choses que j'avais déjà lues, je me suis dit, tiens, j'irais bien les revoir pour les relire, donc ça, c'était très intéressant. C'est une invitation donc, à découvrir d'autres choses en philosophie, et c'est aussi une invitation à l'échange et au débat. Alors, à l'échange, vous pouvez avoir des idées communes, et au débat, vous pouvez avoir des idées qui ne sont pas forcément, ou des définitions de concepts avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Alors, moi, il y en a une qui me chipote, mais pas parce que je ne suis pas d'accord avec la définition, parce que je trouve que ce que vous dites dans votre préface, c'est pas tout à fait exact. Vous dites que vous essayez, forcément, on ne va pas faire beaucoup de tomes comme dans l'encyclopédie d'Ivre et d'Alembert, et que donc vous essayez d'égaliser en fait les définitions, donc d'avoir des définitions qui ont un peu toutes le même gabarit, j'ai envie de dire au niveau du nombre de signes. Et moi je me suis dit ça c'est pas vrai.
Parce que instinct, vous le définissez en deux lignes. Ça m'a chipoté parce que j'aurais bien voulu que vous alliez plus loin. Instinct. Instinct. Le mot instinct est défini en deux lignes. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, et j'aurais voulu vraiment en savoir plus sur ce que vous pensiez du mot instinct. Je peux vous la lire après si vous le désirez. Et en même temps, il y en a d'autres qui sont plus longues, donc qui font 1 à 2 pages. C'est généralement, je vous l'accorde, ce qui est plus technique en philosophie, donc les écoles de philosophie notamment, qui sont enfin, certaines qui sont définies. Et donc voilà, moi je me suis dit là, tiens, ce livre fait aussi office de débat en fait, donc soit avec vous, comme on a l'occasion ici, soit même entre personnes qui l'ont lu, pour se dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, ou est-ce que tu es d'accord avec ça? Et je me suis dit, est-ce que ça, c'est un but recherché par vous, d'avoir cette espèce d'échange, vous, je suppose que oui, avec le public, mais est-ce que aussi de faire du public un élément autopensant? Alors, d'abord, je ne prétends pas du tout donner le même volume à toutes les définitions. Hein. Les plus brèves, je crois, font 2 lignes. Il y en a plusieurs qui font 2 lignes, et les plus longues font 5 ou 6 pages. Ça, c'est exceptionnel. La plus longue, m'a dit la journaliste que j'évoquais hier, elle a fait le compte, la définition de l'amour, elle me dit il y a 6 pages et demie. Sincèrement, 6 pages et demie sur l'amour, c'est quand même une concision qui me paraît tout à fait exceptionnelle. J'ai fait le compte, pour rire, hein, j'ai pris ma calculette, j'ai divisé le nombre de définitions, 1654, par 365. Mais ça veut dire que si vous lisez, le résultat, c'est que si vous lisez une définition par jour, vous en avez pour 4 ans et demi. On peut en lire plus d'une par jour, peut-être qu'ils font 2 lignes, on peut en lire plusieurs, vous voyez, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois un très gros livre, mais qui est un rassemblement de pièces près, entre 2 lignes et 6 pages et demie. Or, je dis dans leur propos qu'on aurait tort de mesurer l'importance de telle ou telle notion au nombre de lignes ou de pages que je lui consacre. D'abord parce que, comme j'aime pas trop me répéter, je suis passé rapidement sur les notions que j'avais longuement traitées ailleurs, notamment les 18 chapitres de mon petit traité des grandes vertus, donc les 18 vertus principales à mes yeux, elles figurent dans le dictionnaire, mais de façon très brève, parce que j'en ai parlé longuement dans le petit traité. Même chose pour les 12 chapitres, je crois, de mes présentations de la philosophie que vous évoquiez. Je suis passé rapidement, parce que j'en avais déjà parlé relativement longuement dans les présentations. Donc déjà, il y avait ce critère-là. Est-ce que j'en ai parlé ailleurs ou pas? Par exemple, il y a un très long article sur la mesure. C'est pas une notion qui me paraisse la plus importante de toutes, mais il se trouve que je n'en avais jamais traité nulle part ailleurs, et donc il fallait bien que je m'y coltine, si j'ose dire. Et puis après, il y a des notions qui vous paraissent problématiques et d'autres pas. Donc instinct, je crois que ça commence par c'est un savoir transmis génétiquement, si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi l'entrée pulsion. Et la différence entre l'instinct et la pulsion, déjà, m'importe davantage que la notion d'instinct en lui-même. Mais ce qui est vrai, et je le dis, je crois, dans l'un des articles, c'est qu'au fond, et c'est ça que j'aime, c'est qu'un dictionnaire philosophique, chaque philosophe pourrait en faire. Et au fond, on s'étonne et on regrette qu'il n'y en ait pas davantage. Un de mes collègues me disait, mais quand même, si Kant avait fait un dictionnaire philosophique, qu'est-ce que ça nous arrangerait? Ah oui, parce qu'on saurait le sens qui est de nos mots. Alors, je ne peux pas être Kant, rassurez-vous, mais le fait qu'il puisse y en avoir plusieurs, ça fait partie justement du charme de la chose. Si c'est un dictionnaire singulier, personnel, subjectif, à la première personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, forcément, tout philosophe en droit pourrait faire le sien. Et donc, si un philosophe, enfin, un philosophique où il consacre 5 pages à instinct et 2 lignes à amour, après tout, pourquoi pas? Mais c'est vrai que dans ma vie, finalement, je crois dans la nôtre, l'amour a une plus grande place que l'instinct. Sans toute rigueur, les humains n'ont pas d'instinct. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas un danger dans votre ouvrage. Je me suis dit, est-ce que le livre n'a pas le défaut de sa qualité? C'est-à-dire que faire des entrées par ordre alphabétique, c'est un gros avantage, c'est que vous pouvez le feuilleter comme vous voulez. Mais je me suis dit, est-ce que vous avez stipulé, je tiens quand même à le repréciser, qu'effectivement c'était forcément incomplet, donc il y a une notion d'incomplétude qui est importante, mais est-ce qu'à vouloir parler de tout, on ne finit pas par ne parler de rien? Moi je me dis, est-ce que c'est pas ça le danger? C'est le danger. C'est pourquoi ce livre, moi, comment vous dire, c'est à la fois un de mes livres préférés, parce que de très loin celui qui m'a coûté le plus gros travail, hein, c'est un peu le travail du livre, ça s'est allé sur 20 ans, c'est pas fait que ça pendant 20 années, mais enfin ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Et en même temps,
sincèrement, en toute honnêteté, j'ai du mal à le juger. Je suis très attaché subjectivement, mais j'ai du mal à le juger. Petite confidence indiscrète et flatteuse, du coup j'en ai honte, mais j'ai reçu un mail de mon ami Michel Onfray hier. Il me dit, de mon point de vue, c'est ton meilleur livre. Et je lui ai répondu, ça me rassure, parce que moi, personnellement, je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que quand on s'impose la brièveté, 6 pages et demie sur l'amour, 2 lignes sur Instinct, si vous voulez, forcément, on va vous dire, c'est pas complet, t'as pas tout dit, t'as peut-être même pas dit l'essentiel, c'est possible pour certaines entrées. Et j'étais content que Michel, justement, lui, soit sensible à cette espèce de gageux, bien plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand c'est un dictionnaire, c'est peut-être le livre où tu es le plus présent, personnellement. Et c'est effectivement, c'est ça que je voulais faire, c'était le modèle du dictionnaire à la première personne. Pour le reste, oui, je suis sensible à l'incomplétude, je suis sensible aux limites qu'impose la concision. Vous savez ce que disait Voltaire? Voltaire, évidemment, était le contemporain, comme vous le savez, et l'ami de Diderot et d'Alembert. Et donc, quand il publie son dictionnaire philosophique, il a comme rival l'énorme encyclopédie de Diderot et d'Alembert. 20 tomes de 2,5 kg chacun, si vous voulez, ou pas loin. Or, Voltaire écrit malicieusement, mais au fond assez justement, que si les évangiles avaient eu autant de tomes que l'énorme encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le monde ne serait jamais devenu chrétien. Et c'est pour ça qu'il écrit expressément. Alors, le premier titre qu'il a donné à son tiers philosophique, ça a été Dictionnaire philosophique portatif. C'est le contraire de l'encyclopédie du Diderot. Alors, comprenons bien, j'admire infiniment Diderot et d'Alembert, j'aime surtout infiniment Diderot, qui est un personnage merveilleux. Mais voilà, moi j'ai pris le parti de la concision. Alors, concision relative, parce que malgré tout, au poids, mon dictionnaire est quand même en gros 3 ou 4 fois plus lourd que celui de Voltaire. Mais 20 ou 50 fois plus léger que celui de Diderot et d'Alembert. Donc voilà, après, le reste, c'est une question de goût. Mais c'est vrai, j'ai pris le risque de la concision. J'ai pris le risque parfois de la simplicité. Tout est toujours plus compliqué que ce qu'on peut en dire, mais l'important c'est de dire l'essentiel.